Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, Béatitude donne la parole à Anne-Laure Benatar. Bonjour Anne-Laure. Bonjour Céline et bonjour Alors à tous. oui, bonjour à tous. Anne-Laure, tu es thérapeute psychocorporelle depuis 11 ans maintenant, mais ça n'a rien à voir avec ton parcours initial. Tu as fait des études de commerce international. Tu as eu un MBA à l'Université de San Diego, donc en Californie. Et tu as passé 13 ans en tant que responsable export dans l'industrie des parfums et des cosmétiques. Alors moi, ma première question, c'est qu'est-ce qui se passe dans une vie pour passer comme ça du secteur du luxe à tout d'un coup le secteur du soin à l'autre? D'accord. Écoute, je te remercie Céline de me donner la parole aujourd'hui. Je suis ravie d'être avec toi. Effectivement, ça peut paraître antinomique ou très différent. Et en même temps, pour moi, il y avait une forme d'évidence. D'abord parce que j'ai toujours été intéressée par le développement personnel depuis l'enfance. J'ai baigné dedans. Ma mère était très branchée spiritualité, développement personnel. Déjà. Et puis finalement, à travers mon parcours à l'export que j'ai adoré, parce que j'ai beaucoup aimé accompagner mes agents, tant d'un point de vue export, commercial, marketing, formation et aussi perso, parce que finalement, quand on voyage, on a l'occasion le midi, le soir de parler aussi de sa propre vie. Et je me suis rendu compte que ce moment-là était un moment tellement riche que ça m'a vraiment donné envie d'aller plus loin dans ce domaine en me disant, mais finalement, dans ces moments de partage en dehors de l'aspect professionnel, il y a quelque chose qui se passe, on vient toucher l'être au plus profond de lui-même, peut-être dans son âme. Et j'ai eu envie de me reconvertir, effectivement, il y a 11 ans, pour être plus alignée avec ce ressenti-là et avec qui je suis au fond de moi. Oui, donc en fait, finalement, tu étais déjà dans l'accompagnement d'une manière, pas comme aujourd'hui, mais c'était déjà ton truc, quoi, comme on dit. Tout à fait, tout à fait. C'était une forme d'accompagnement. C'est pour ça que finalement, le virage, pour moi, il était assez naturel. Il y avait cette forme d'accompagnement qui était plutôt intuitif pour le coup. On me dit, ah, je suis pas bien pour tel sujet, tel sujet. Alors je dis, ben, peut-être tu pourrais essayer ça ou ceci, cela. Et je me suis dit, bon, l'intuition, c'est sympa, ça aide pas mal. Mes agents étaient toujours ravis de nos échanges, ça leur faisait du bien. Et je me suis dit, à un moment donné, si j'ai envie d'aller plus loin, je vais quand même avoir besoin de me former pour me sentir à l'aise, avoir des outils et surtout pouvoir justement travailler de différentes manières. Parce qu'effectivement, moi, j'aime bien dans mon accompagnement et dans ce qui m'a plu moi en tant que patient ou consultante, déjà de pouvoir tester plein de méthodes différentes qui peuvent permettre d'accéder à différentes dimensions Mm. et puis l'autre point de cet accompagnement multidimensionnel, c'était surtout de pouvoir aller mieux rapidement. Alors, à la fois quand moi je me suis fait accompagner ou quand j'ai eu ce besoin ou cette envie de me reconvertir, j'ai eu aussi cette envie-là de dire, bon, ok, avant j'étais à export, j'étais sur le terrain, j'étais vraiment dans l'efficacité, dans le côté très yang. Finalement, je suis passée dans un côté beaucoup plus yin ou plus féminin ou plus dans l'accueil. Cependant, j'avais quand même envie que ça fonctionne, qu'on se sente bien finalement assez rapidement, même si il faut s'accorder le temps aussi de la patience, de grandir, de guérir, d'évoluer, mais que quelque chose se passe à chaque fois. Ça, c'était pour moi important. Oui, on le remarque d'ailleurs, cette envie-là, par rapport aux disciplines que tu as choisies, parce qu'effectivement, tu as choisi l'hypnose ericksonienne, tu as choisi la PNL, on va y revenir, et ce sont des thérapies brèves, donc, enfin, dites thérapies brèves. Donc, c'est vrai qu'on n'est pas pendant 15 ans sur un divan à faire de la psychanalyse, c'est pas la même chose, c'est pas la même démarche, en tout cas. Mhm. Mais comme l'intitulé de ton activité l'indique, c'est pas facile à dire, donc psychothérapeute psychocorporel, on comprend que tu as choisi de te tourner vers des soins qui vont prendre soin justement à la fois de l'esprit et du corps. Ça, c'était vraiment important pour toi d'avoir cette approche holistique. Oui, tout à fait, tout à fait. Dès le début de mon parcours, en tout cas de cette reconversion, je me suis dit, j'ai besoin de travailler sur le corps et l'esprit. Et au départ, je n'avais pas vraiment trouvé d'ailleurs de formation sur le corps qui me convenait complètement. Au niveau énergétique, il y en a beaucoup plus aujourd'hui qu'il y a 11 ans d'ailleurs, je me suis Ouais. rendu compte. Donc j'avais commencé aussi par les massages bien-être parce que j'avais besoin d'apprendre le toucher. C'était important pour moi de toucher le corps. Et puis j'ai trouvé au fur et à mesure massage énergétique, massage biodynamique, différents styles de massage. Donc ça, c'était l'aspect corporel.
Et psycho, eh bien, effectivement, comme tu dis, j'ai choisi les thérapies brèves parce que je me disais, bon, qu'est-ce qui fonctionne, comme on disait tout à l'heure, pour qu'on se sente mieux, qu'on bouge à l'intérieur et en même temps qu'on passe pas toute sa vie dans un suivi, même s'il y a certaines personnes que j'accompagne depuis longtemps sur du développement personnel. Et dans ce cas-là, ça peut durer plus longtemps qu'une thérapie brève. Mais en tout cas, avec cette idée d'accéder au corps et au conscient et à l'inconscient à travers l'hypnose et la PNL. Donc, Ouais. le corps, le psychocorporel, ça fait partie vraiment de mon souhait depuis le début. Au début, c'était un peu séparé, effectivement. Je travaillais le corps d'un côté et l'esprit de l'autre par rapport aux formations que j'avais pu faire. Et au final, au fur et à mesure, en tout cas, c'est venu complètement naturellement. Il y a eu tout un travail intérieur aussi pour pouvoir avancer encore plus dans ces ressentis qui sont importants, notamment au niveau du corps. Et bien de pouvoir mixer les deux, c'est-à-dire dans une même séance, de pouvoir être sur le corps et sur l'esprit, qu'on soit en présentiel ou en distanciel, on puisse accéder à toutes les dimensions. Ok. Et alors, on connaît, enfin la plupart des gens aujourd'hui connaissent la PNL, la programmation neurolinguistique, et ils connaissent aussi l'hypnose ericksonienne. Par contre, ce qu'on connaît moins, à mon sens, et moi ça m'intéresserait que tu nous dises quelques mots là-dessus, ce sont justement les massages qui sont spécifiques. On a les massages psychocorporels, on a les massages biodynamiques, c'est ça? Oui. Et ça, j'aimerais bien que tu nous en dises deux mots. Alors, déjà, est-ce qu'il y a une différence entre les massages psychocorporels et les massages biodynamiques? Il y a une différence ou pas déjà? Oui, oui, il y a une différence. En fait, massage psychocorporel, on va dire, on pourrait dire un groupe de massage qui veut dire qu'on travaille sur le corps et l'esprit. Donc, on n'est pas là pour se détendre, même si on se détend quand même, mais c'est pas l'objectif. On est là pour travailler sur soi et accueillir ce qui se passe dans le corps et ce qui se passe dans l'esprit. Donc, on va verbaliser. Soit la personne verbalise, soit moi. Il y a un échange. En fait, c'est un massage dans lequel on parle. Tous les massages qu'on fais sont psychocorporels, même si c'est en énergétique. Donc pour moi, il y a vraiment cette idée. J'ai fait au tout début de mon parcours des massages bien-être et moi, je me suis rendu que ça fait beaucoup de bien. J'adore moi-même d'ailleurs. Ça détend, ça fait beaucoup de bien, on libère beaucoup de choses, sauf que moi, j'avais beaucoup de ressentis que je ne pouvais pas transmettre. En massage Mhm. bien-être, je ne transmets pas normalement ces ressentis. Et en massage psychocorporel, au contraire, ça fait partie des outils de pouvoir transmettre ce qu'on ressent, à la fois ce que la personne ressent et ce que moi, je ressens. Donc ça, on va dire, c'est un nom générique, massage psychocorporel. Et dans les massages psychocorporels, j'en ai plusieurs, notamment le biodynamique, effectivement, que tu évoques. Et le massage biodynamique, c'est un massage qui vient de Norvège des années, en tout cas ouais, de Norvège, oui c'est ça, ouais. J'ai un trou maintenant, c'est Norvège ou Suède, en tout cas du nord de l'Europe, des années 50. C'est Gerda Boyson qui a inventé ce massage. Et en fait, dans ce massage, l'idée c'était de pouvoir contacter le fonctionnement des intestins qu'on appelle le psychopéristaltisme, c'est-à-dire la digestion émotionnelle à travers les intestins à travers un stéthoscope qu'on met sur le ventre. Donc, Mhm. on va mettre un stéthoscope sur le ventre pour entendre la libération des émotions à travers le stéthoscope. Et dans ce massage, on va travailler sur les os, les fluides, la peau, l'enveloppe énergétique. Donc, on va travailler vraiment sur toutes les dimensions. Donc, c'est un toucher qui peut être tantôt profond, par exemple, si on est sur les os, et tantôt très léger, et notamment si on est sur l'enveloppe énergétique. Là, ça pourrait ressembler à un soin énergétique. Donc, c'est ça qui est intéressant dans ce massage, c'est qu'on va chercher à libérer les émotions, mais aussi les mémoires du corps. Sur l'ensemble de ces couches qui nous représentent. Alors effectivement, moi j'avais jamais entendu parler de ce style de massage. C'est vrai que de plus en plus, c'est un petit peu ce qu'on a envie d'aller chercher quand on travaille sur soi. On commence à travailler sur la libération de la parole, etc. Mais je me suis rendu compte, à force de tester des choses aussi, que c'était très puissant quand on allait à la fois libérer la parole et en même temps aller libérer des traumas, des blocages émotionnels, des nœuds, etc. Et donc, en fait, ce massage-là, quelque part, tu es en train de dire qu'il fait un petit peu les deux en même temps, quoi. Oui, tout à fait, parce qu'effectivement, à travers ce massage, on va libérer les nœuds qui peuvent être Mhm. énergétiques, qui peuvent être émotionnels, qui peuvent être physiques. Donc, il y a et parfois des mémoires traumatiques aussi, puisqu'il y a différents niveaux d'inscription des traumas dans le corps. Et à travers ce massage, on va chercher à libérer les traumas. Et effectivement, à travers cette libération, le ressenti du thérapeute peut faire partie de l'accompagnement. Donc, tiens,
je ressens qu'il y a telle chose. Par exemple, si on est bloqué au niveau de la gorge, si on sent qu'il y a un nœud très fort au niveau de la gorge est un endroit qui va symboliser la parole ou les non-dits ou les secrets. Donc ça, c'est la partie générique, on va dire. Si on travaille sur la gorge, on peut se dire, tiens, il se peut qu'il y ait quelque chose de cet ordre-là. Et ensuite, le thérapeute va aussi écouter sa propre intuition, son propre ressenti. Donc, au-delà de, tiens, on est sur la gorge qui coince, il y a peut-être une problématique de parole ou de communication. Est-ce qu'il n'y a pas autre chose qui se joue? Par exemple, tiens, je sens que c'est très fermé, comme si le secret était une porte fermée. Voilà, il peut avoir une forme de symbolique. Et dans ce cas-là, je vais pouvoir retranscrire à la personne, voilà, j'ai l'impression qu'il y a une porte qui est fermée. Est-ce que ça vous parle ou pas? Et d'ailleurs, le stéthoscope, parfois, peut faire des bruits, c'est assez incroyable hein, quand on parle de ce massage-là, par exemple d'une porte qui grince. Donc, si moi je sens une porte fermée et dans le stéthoscope on entend une porte qui grince, là, on va dire, voilà, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose, elle dit, eh ben, est-ce que ça vous parle? Et alors la personne soit dit oui ou non. Généralement, elle va dire oui, ou alors si ça ne lui parle pas tout de suite après, elle va peut-être dire ah oui, tiens, dans ma famille, il y a des secrets importants, c'est un sujet que tu connais bien Oui. à travers ton livre, Céline. Il y a des secrets et effectivement, je ne sais pas exactement lesquels, mais c'est un sujet qui, moi, me touche. OK, alors des fois, on va trouver quelque chose, des fois pas, mais en tout cas, on va chercher à ouvrir et à accueillir ce qui est là, à travers le corps et à travers l'échange, comme tu disais, qui se fait en spontané pendant le soin. Alors, cette approche holistique que tu as, comment ça se passe? Est-ce que tu commences par le corps et puis finalement après tu vas sur l'esprit, ou est-ce que tu commences sur l'esprit et après tu vas sur le corps, ou ça dépend finalement de tes consultants? Alors ça, c'est une très bonne question. J'aime beaucoup cette question. Et en fait, moi, j'aime m'amuser dans la vie. J'aime bien la liberté. Ça, c'est un sujet qu'on a pu évoquer toutes les deux ensemble, Céline, il me semble. Et dans cette liberté, c'est à la fois ma propre liberté et la liberté de la personne en face. C'est-à-dire que quand elle vient, je ne sais pas encore. Alors, sauf si quelqu'un réserve spécifiquement un massage énergétique ou une séance d'hypnose, dans ces cas-là, je vais effectivement lui proposer ce qu'elle est venue chercher. Mais si la personne vient une première fois et qu'elle vient pour un sujet, généralement, elle va peut-être réserver une séance de psychothérapie. On va faire un point. Et ensuite, c'est en fonction de ce qui va être dit la première séance qu'on va s'orienter d'une manière ou d'une autre. Par exemple, quelqu'un qui a une première séance me parle de son corps, qui me dit « Moi, je suis bloquée de partout, j'ai l'impression de ne pas être connectée à mon corps, j'ai plein d'émotions que je ressens que c'est là, mais en même temps, elles ne sortent pas, etc. » Là, il y a de fortes chances que je propose la deuxième séance, par exemple, un massage énergétique ou pourquoi pas un massage biodynamique pour aller accueillir ce qu'elle évoque. Même si on pourra retourner sur l'esprit dans un second temps. Il y a des personnes, d'ailleurs, même une première séance, qui vont parler peut-être 10 minutes et après n'arrivent plus à parler. Donc là, même si elles ne sont pas venues pour un massage, ça m'est arrivé d'ailleurs cette semaine, où j'ai dit, écoutez, je vous propose d'aller accueillir ces émotions très fortes, parce qu'il y avait beaucoup d'émotions, mais elles pouvaient être incapables de les verbaliser. Donc on a été les accueillir au niveau du soin énergétique, c'est un massage énergétique, et effectivement, les émotions sont retombées, et très fortement, la prochaine fois, il y a de fortes chances, je veux dire, qu'on puisse peut-être travailler, pourquoi pas en hypnose ou en PNL. Donc généralement, je dirais qu'en fonction des sujets et des moments, on va pouvoir passer de l'un à l'autre. Et j'ai d'autres personnes, au contraire, qui vont vraiment avoir besoin de parler, de parler, de parler. Donc des fois, on ne fait que être dans l'accueil de la parole. Et dans ce cas, j'utilise des outils de PNL verbaux pour accompagner cette parole. Et peut-être qu'une fois que la parole est libérée, elles vont avoir besoin de travailler sur l'inconscient ou sur les émotions ou sur le corps. Donc, ça dépend vraiment de là où on en est dans son parcours et de son besoin. D'où l'intervention j'allais dire très essentielle de cet énième outil que tu as, qui est ton intuition. Ça, c'est très important, effectivement, d'écouter tes ressentis, de te mettre on va dire, en vibration avec la personne qui est en face de toi pour savoir voilà, de quoi elle a besoin. Ouais. Ouais, Complètement. Tu as raison, ça fait partie vraiment des outils que j'ai développés de plus en plus au fil du temps, d'être à l'écoute de ce ressenti et d'être en phase, comme tu dis, en vibration avec la personne. C'est très juste ce que tu dis. Et le fait de m'accorder avec cette personne en face, j'arrive à la fois à comprendre ce qu'elle dit et ce qu'elle ne dit pas, surtout d'ailleurs, et de pouvoir lui restituer, à la fois avec des mots, de restituer ce qu'elle me donne avec des clés dans la restitution, et en même temps avec des propositions d'accompagnement ou de solutions dans la séance. Donc ça, c'est vrai que c'est un point qui est important. Et c'est d'ailleurs un sujet que j'utilise aussi beaucoup en hypnose.
car en hypnose, d'ailleurs, c'était la méthode de Milton Erickson. Milton Erickson qui a développé l'hypnose ericksonienne, disait qu'il entrait presque en transe pour pouvoir accompagner son consultant à travers finalement, à sa propre intuition, son propre inconscient se mettait en phase avec l'inconscient de son patient. Et c'est d'une certaine manière ce que je fais. Alors, moi, c'est très léger, mais en tout cas, je me mets vraiment dans cet état de réceptivité, je dirais, d'accueil, pour pouvoir accompagner mon consultant avec ce que je perçois de lui dans l'instant présent. Et d'ailleurs, il n'est pas rare qu'à la fin d'une séance, le patient me dit « Mais attendez, c'est bizarre, vous m'avez parlé en hypnose de changer de maison, mais je ne vous ai pas dit que je déménageais. » Alors, non, vous ne m'avez pas dit que vous déménagez. Cependant, moi, ce que j'entends, c'est que vous avez besoin de changer d'étape de vie. Donc, je parle de maison, c'était pour une étape de vie. Voilà, j'ai restitué ça comme cela. Mais c'est ce que j'ai perçu de la personne. Donc là, il y a ce côté effectivement intuitif et d'être en phase avec l'autre vibratoirement pour pouvoir l'accompagner du mieux que possible, en tout cas de cette façon-là. Ouais, c'est hyper important d'être dans une écoute active et du coup, en même temps, dans l'intuition, dans le ressenti de l'autre, effectivement. Alors, Anne-Laure, tu as aussi à cœur d'accompagner les enfants et surtout les enfants dits. Alors, il y a plusieurs termes hein, pour les identifier, ces enfants. Les enfants surdoués, on le dit moins maintenant. On parle de haut potentiel, on parle aussi des enfants zèbres. En tout cas, c'est ces enfants qu'on pourrait croire dotés d'un super pouvoir, on va dire. Mais on oublie trop souvent que pour ces enfants-là, l'adaptation est super difficile, notamment au niveau scolaire, mais pas que. Et il peut vraiment connaître de réelles difficultés comme des troubles du sommeil, de la concentration. Tu rajouteras des choses si je me trompe, enfin si je me trompe ou si j'en oublie en tout cas, des difficultés à gérer leurs émotions, leur stress, leur motivation aussi, ce sentiment parfois d'être en décalage avec les autres, et puis qui ont des valeurs extrêmement fortes, hein, les valeurs de justice, d'honnêteté, d'amour, de bonté, etc. Donc, qui font qu'effectivement, ils se retrouvent souvent en décalage avec les autres élèves de leur classe. Et ces enfants-là, du coup, toi, tu as décidé de les accompagner aussi. Comment tu fais? Tu proposes des séances de coaching bien-être, en fait, tout simplement. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ça consiste? Comment tu les accompagnes, ces enfants? D'accord. Eh bien, écoute, je te remercie. C'est un sujet qui est intéressant, effectivement, qui me tient à cœur. J'ai moi-même des enfants qui ont différentes caractéristiques que tu évoques. Je crois que tu as tout dit sur les caractéristiques des enfants au potentiel ou zèbres ou qui ont aussi différents types de troubles de l'apprentissage potentiellement. Comment je les accompagne? De plusieurs manières, avec l'hypnose, mais l'hypnose ericksonienne pour les enfants. Alors, les enfants, ça peut être vraiment tout âge, hein, parce que je travaille aussi avec les tout petits. Alors, les tout petits, 2-3 ans, on est sous forme d'histoire magique, par exemple. Donc, les histoires magiques, c'est de l'hypnose ericksonienne, mais conversationnelle. Les enfants peuvent dessiner et à travers les histoires magiques, il y a quelque chose qui se passe. Donc, ça peut être effectivement les sujets que tu évoques et ça peut être tout autre sujet. Effectivement, j'ai mal au ventre, par exemple. Il y a des enfants qui ont systématiquement mal au ventre quand ils vont à l'école parce qu'ils sont en stress. On va pouvoir aussi accueillir ce sujet-là, donc soit à travers les histoires magiques, mais effectivement, à travers d'autres outils, j'ai développé avec les enfants un accompagnement multidimensionnel parce qu'en fait, ils s'ennuient vite. Donc, ils aiment bien les histoires, mais au bout d'un moment, ils ont envie d'autre chose. Donc, j'ai eu cette idée de développer des séances bien-être avec 2 activités. C'est en fait un de mes patients un petit patient qui a 8 ans, que j'ai accompagné tout au long de l'année. Et donc, la première fois, quand je lui ai expliqué la séance en disant, voilà, on pourra faire de l'hypnose, donc des histoires magiques, on peut faire un peu de yoga, on peut faire un massage, on peut faire des jeux de PNL, on peut faire les fleurs de bac, etc. Et donc, il m'a dit, alors j'ai droit à combien d'activités? Et je me suis dit, c'est génial. Alors, j'ai dit, mais tu sais quoi? On va faire un point et tu as le droit à 2 activités. Tu choisis à chaque fois. Et donc, finalement, à chaque fois, il disait, bah, aujourd'hui, j'aimerais bien un massage et j'aimerais bien l'histoire magique. Bon. Donc, on a commencé par faire ça. Alors, ce petit patient, maintenant, il veut faire que du yoga parce qu'il adore le yoga. Mais en tout cas, c'est lui qui m'a finalement aidé à formuler cette idée d'avoir 2 activités. Ça dure 45 minutes, donc on fait un point et on a le droit à 2 activités. Et les activités, pourquoi elles sont différentes? Justement, pour aller accueillir les besoins des enfants, alors de tous les enfants. Mais effectivement, comme tu dis, j'accompagne beaucoup d'enfants hypersensibles, pas que au potentiel, mais avec une grande sensibilité.
Et dans cette grande sensibilité, le fait de pouvoir accéder au corps, aux émotions, à l'inconscient, on va aller les aider à non seulement à accueillir les émotions, le trop-plein d'émotions qui souvent remontent très très vite, et surtout à acquérir des outils conscients et inconscients pour qu'ils puissent eux-mêmes accueillir leur trop-plein. Donc par exemple, ce petit garçon que j'ai accompagné toute l'année, en fin d'année, c'est plus le même qu'en début d'année scolaire. Et sa maman me dit, bah maintenant, quand ça va pas, il va dans sa chambre, il fait un peu de yoga, ou alors il se met à dessiner, il chante, voilà. Et en tout cas, il libère ses émotions et les accueille tout seul, où il fait un moment de pause et quand ça va mieux, il retourne voir ses parents. Donc, il a appris à gérer ses émotions et c'est vrai que c'est assez incroyable parce que ça va l'aider dans son quotidien et dans sa vie, que ce soit dès à présent et plus tard. Parce que j'ai envie de te dire, l'hypersensibilité, sur mon site actuel, je parlais des enfants particulièrement, mais j'ai un nouveau site qui va sortir bientôt dans quelques mois. Et dans l'hypersensibilité, je vais parler aussi bien sûr des adultes, parce que pour moi, quand on est un enfant hypersensible, on reste un adulte hypersensible ou à haut potentiel ou avec des fonctionnements. Et parfois, ce décalage que tu évoques, on le ressent aussi chez les adultes. Donc, et parfois, certains adultes qui n'ont pas pu accueillir ça enfant. Donc, ils restent en tant qu'adultes avec des difficultés d'adaptation ou de gestion des émotions ou un trop-plein émotionnel. Comment je fais en tant qu'adulte aussi pour guérir cela? Donc, excuse-moi, j'ai dérivé un peu sur les adultes, mais en tout cas, c'était sur le thème Non, de l'hypersensibilité. mais tu as très bien fait parce que ce que tu dis est très juste. On fait nous-mêmes partie d'une génération euh, où on n'a pas du tout appris à gérer nos émotions, où il fallait pas trop faire de bruit quand même, hein, voilà. Et donc ça donne effectivement aujourd'hui beaucoup d'adultes qui ne savent pas du tout gérer leurs émotions et le fait que tu puisses accompagner aussi les adultes, c'est formidable. Mais que tu accompagnes les enfants dès à présent pour qu'ils puissent devenir des adultes qui feront face, eux, à leurs émotions et qui pourront les exprimer et les accueillir, plutôt que de les enfouir quelque part, ça va faire des adultes beaucoup mieux dans leur basket, quoi. Voilà, donc c'est super. Complètement. Alors, alors, nous, on se connaît parce que tu es auteur chez Jouvence, comme moi. Et donc, on a eu ce bonheur de se rencontrer un jour au Salon du Livre de Paris. Et tu venais présenter ce livre-là, qui est donc sorti l'année dernière, en 2022, et qui s'intitule Se reconnecter à son âme grâce à la visualisation. Alors, ça, c'est un livre qui est vraiment très bien fait, parce que dedans, tu racontes d'abord un petit peu ton parcours. Donc ça, c'est très intéressant de voir effectivement par où tu es passé. On aime bien, hein, voilà, cette espèce de connexion avec l'auteur. Tu expliques dans ce livre également les bienfaits de la visualisation. Et ça, c'est très intéressant parce qu'on oublie bien souvent à quel point la visualisation peut nous aider dans la vie, vraiment à des périodes, à surmonter des choses qui sont un peu différentes d'ailleurs. Et ce qui est super, c'est que tu donnes des visualisations, des exercices de visualisation, à la fois écrits, mais aussi en audio. Alors, je m'explique, parce que quand on regarde un livre, on se dit, mais comment c'est possible? C'est qu'il y a en fait 10 visualisations que tu as enregistrées en audio et auxquelles on peut se connecter grâce à des QR codes qui sont présents dans le livre. Donc ça, c'est vraiment super et ce livre est très bien fait. Qu'est-ce qu'on peut retrouver à travers ces différentes visualisations? Tu nous fais voyager, hein? Oui, c'est un peu ça. Et je te remercie, Céline. Et c'est vrai que moi aussi, j'étais ravie de te rencontrer l'année dernière au Salon du Livre et de partager avec toi ce parcours d'auteur et avec Jouvence. Donc, dans ce livre, moi, ce qui me tenait à cœur à travers ce livre, c'est que j'ai certains de mes patients qui me disaient, ah là, je me sens tellement bien quand je sors de chez vous. J'aimerais bien vous avoir tous les jours sous le coude pour pouvoir me sentir mieux. Et je me suis dit, ah mais oui, c'est vrai, bonne idée. Et comme j'écrivais depuis un petit moment, je me suis dit, après tout, pourquoi pas proposer une méthode ou un accompagnement à la maison qui permettrait à la fois à mes patients, mais peut-être à des personnes qui ne vont jamais consulter parce qu'elles n'ont pas soit les moyens, soit l'envie ou la possibilité de pouvoir se sentir mieux avec elles-mêmes. Alors, la visualisation, effectivement, j'utilise différents outils de visualisation et comme tu dis, c'est à la fois quelque chose qu'on connaît tous les jours, on ferme les yeux, on s'imagine et en même temps, on oublie parfois que ça peut nous aider au quotidien. Donc, dans ce livre, j'ai souhaité proposer des protocoles pour se reconnecter à son corps, à son cœur, à son esprit et à son âme.
Donc, ça rejoint finalement mon accompagnement. Tu vois, je te disais tout à l'heure, dès le début, j'ai eu ce besoin de travailler sur toutes nos dimensions. Et dans mon écriture, j'ai eu aussi cette envie de proposer à travers la visualisation cette reconnexion à nos différentes parties, à nos différentes dimensions. Donc après, les sujets, ben, ils sont multiples hein, finalement. Donc dans son corps, ça peut être j'ai trop d'émotions ou alors j'en ai pas assez, je suis coupée de mes émotions. Donc ça, c'est sur le cœur. Le corps, ça peut être le stress, ça peut être l'envahissement, ça peut être j'ai besoin de me sentir protégée. Sur l'esprit, ça peut être aussi, il y a trop de pensées, par exemple, ça peut être quoi d'autre? Ça peut être aussi les étapes de vie, j'ai besoin d'accéder à un objectif. On parle souvent de la visualisation pour atteindre un objectif. Et sur l'âme, eh bien, écoutez, tu vois, il y a l'idée de voyager, par exemple, comme disait dans le cosmos, ou de voyager à l'intérieur de soi aussi. Ça peut être un voyage de l'âme aussi. Et j'ai aussi écrit des textes de réflexion en dehors des protocoles pour pouvoir aussi se poser des questions. Alors, c'est ma propre vision, mes propres réflexions, finalement, dont j'ai eu envie de faire part aussi dans ce livre, qui peuvent peut-être permettre de cheminer ou se poser, bah, tiens, oui, je pense la même chose, ou alors non, j'ai un avis ou une idée ou une vision complètement différente. Mais en tout cas, pour pouvoir avancer dans ses réflexions et dans son parcours intérieur. En tout cas, c'est un très bel outil d'accompagnement, effectivement, au quotidien, et pour réussir à, eh bien, se remettre à visualiser quelque chose qu'on fait, tu le dis très bien d'ailleurs dans ton livre, qu'on fait totalement naturellement quand on est enfant, qu'on continue à faire aussi quand on est adulte, mais qu'on utilise moins finalement, et alors que c'est un outil très puissant. D'ailleurs, les sportifs de haut niveau l'utilisent, eux, au quotidien pour pouvoir s'entraîner au niveau des parcours. Ils visualisent le parcours au préalable, etc. Donc, c'est pour dire que c'est un outil vraiment très puissant que les coachs utilisent, les coachs sportifs en tout cas utilisent, et pas que les coachs sportifs. Mais il me semble alors que il y a un tout récent ouvrage qui vient de sortir là, hein, en mai, voilà. Oui, j'ai Alors aussi cet voilà, ouvrage qui est donc un collectif d'auteurs. Donc, on est plusieurs auteurs de jouvence à participer à cet ouvrage. Donc, il s'appelle Mon gros cahier de rattrapage de développement personnel. Et dans ce gros cahier de rattrapage, on parle effectivement de visualisation, mais on parle aussi d'EFT, on parle de méditation, on parle d'écriture, de lâcher prise, de sophrologie, d'estime de soi, à travers des petits exercices, à travers des questionnaires. Donc, il y a ce côté très ludique dans cet ouvrage et donc qui est sorti justement en mai, avant l'été, pour pouvoir nous accompagner pendant l'été. Et j'ai trouvé que c'était plutôt sympa de pouvoir poursuivre ce chemin de visualisation dans cet ouvrage finalement plus ludique, peut-être plus accessible que le premier, même si le premier, moi j'adore. Et j'ai eu des retours très positifs aussi sur le premier. Si on a vraiment envie d'aller à fond sur la visualisation, le premier va plus correspondre. Si par contre on a envie de découvrir, mais envie de découvrir d'autres pratiques en parallèle, cet ouvrage-là est intéressant aussi. si on a l'esprit un peu comme l'esprit de cet enfant qui est venu te voir toute cette année là, qui a envie de s'amuser un petit peu avec différents outils, eh bien, le cahier est un superbe outil pour pouvoir permettre ça, en fait. Complètement. Alors, Anne-Laure, tu consultes où? Parce que vous avez remarqué qu'aujourd'hui, on n'est pas face caméra, toutes les deux l'une à côté de l'autre. On est en visio parce que, Anne-Laure, tu n'es pas à côté de chez moi, tu n'es pas en Bourgogne, tu es dans la région parisienne. Oui, tout à fait. Alors, je consulte à différents endroits. Je consulte principalement à côté de Lagny-sur-Marne, à Pomponne. Donc, c'est dans l'est de Paris, vers Marne-la-Vallée. Je consulte également sur Paris Centre, rue Royale, le vendredi, tous les 15 jours. Et je consulte aussi en visio pour les consultants que j'accompagne partout. D'ailleurs, j'en ai parfois, j'en avais une en Angleterre et aux États-Unis. Mais j'en ai une en Bourgogne, d'ailleurs, aussi. Je crois que c'est une personne que tu connais. J'en ai même deux en Bourgogne. Donc voilà, ce que je trouve intéressant, le fait de pouvoir accompagner en présence au cabinet, que ce soit à Paris ou à Marne-la-Vallée, et en distance, c'est que c'est tout à fait complémentaire. J'ai par exemple certains de mes patients parisiens qui sont très occupés, donc ils pourraient venir au cabinet, mais ils n'ont pas le temps. Donc ils font des séances en visio le midi ou le soir juste après leur travail. Et de temps en temps, quand ils prennent le temps, là, on fait une séance aussi en présentiel. Et les deux sont très bien. Moi, j'ai découvert le distanciel pendant le confinement, comme beaucoup d'entre nous, au niveau des thérapeutes. En tout cas, au début, j'avais un petit doute et finalement, je me suis rendu compte qu'on travaillait super bien. Du reste, c'est quelque chose qu'on a pu tester ensemble. Ouais, Je exactement. ne sais pas ce que toi, tu en as pensé, Céline.
de cette Moi, de approche de toute façon, distanciel. j'étais déjà convaincue par le travail énergétique à distance, parce que j'avais déjà fait des choses à distance avec d'autres personnes qui vraiment m'avaient complètement bluffée. Je t'avouerai que au tout départ, j'étais vraiment comme toi, hein, j'étais assez sceptique sur le fait que à distance, ça puisse fonctionner, mais non, non, le fait est qu'il y a vraiment eu un avant et un après pour certaines choses. Et puis avec toi, j'ai été bluffée aussi, puisque comme tu le sais, suite à cette séance d'hypnose qu'on a eue un matin, m'est arrivée une espèce de fulgurance intuitive pendant le déjeuner qui a suivi, une sorte de révélation. Et je pense que c'était quelque chose qui était en dormance et qui a été réveillé grâce à cette séance d'hypnose et qui est venu voilà, m'apporter beaucoup de joie. Et donc non, non, ça fonctionne complètement. De toute façon, tout ce qui est énergétique à distance, ça fonctionne super bien, quoi. Donc, ouais, Et l'hypnose aussi, et c'est l'hypnose aussi. intéressant que tu parles de l'hypnose parce qu'effectivement, moi j'ai certaines personnes que j'accompagne qui disent ah bon, mais l'hypnose, est-ce que ça marche vraiment à distance? Et en fait, très très bien. C'est comme si on était à côté. Pour moi, le plus important, c'est justement d'être dans cette disponibilité, d'être en phase. Tu vois ce que tu évoquais tout à l'heure. À partir du moment où on se connecte à la personne face à nous, qu'on soit en présentiel ou en distanciel, il y a cette relation qui se crée et on va pouvoir accéder aux besoins de la personne et à l'accompagner du mieux qu'on peut avec les différents outils que je peux avoir. Ouais. C'est les mystères des énergies, des vibrations, des fréquences qui font que qu'on soit loin, qu'on soit près, ça change pas grand-chose en fait. Et c'est ça qui est merveilleux aujourd'hui. D'ailleurs, le confinement a permis ça, c'est d'avoir cette espèce de remise en question et cette adaptation qui font qu'on se rend compte que effectivement ça fonctionne aussi. Donc c'est bien parce que ça a changé aussi le paradigme des consultations C'est et je vrai. trouve ça merveilleux parce que du coup, on peut profiter des bienfaits de quelqu'un comme toi qui se trouve en Île-de-France, alors que avant ça, on se serait dit, bah non, elle est trop loin, il faut que je trouve quelqu'un plus près. Ben non, on peut faire appel à toi parce que la visio fonctionne très bien. Mm. Donc ça, c'est merveilleux. Tout à fait, je suis complètement d'accord avec toi. Moi, je trouve que c'est très riche et ça permet d'accompagner des personnes qui n'auraient pas pu accéder ou qui auraient attendu les vacances pour se dire, bah, tiens, je viens à Paris, peut-être que je vais faire une séance, mais on n'est pas dans la même approche si on a envie d'un suivi un peu plus régulier. Donc c'est très chouette de pouvoir travailler de cette façon-là et je crois que tu le fais aussi avec joie. Avec la numérologie, bien sûr. Oui, Ah bah oui, 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 je oui, fais d'ailleurs, je crois que maintenant, c'est 90% des thèmes que je fais se font en visio. oui, oui, c'est vrai. Alors Anne-Laure, on peut retrouver un petit peu enfin c'est pas un petit peu, on peut retrouver toutes tes pratiques sur ton site internet, mais également ta présentation. Alors moi, l'adresse que j'ai aujourd'hui, alors peut-être que ça va changer, moi j'ai www.thérapie-zen.fr. Est-ce que ça va rester la même adresse quand tu auras ton nouveau Oui, site? Ok, complètement, complètement. C'est l'adresse que j'ai depuis 12 ans déjà et ça va rester la même adresse. Effectivement, le site va être renouvelé parce qu'il a déjà 3 ans et j'ai changé certains aspects dans mon accompagnement et je trouve que c'est toujours important de rester à la page, à la fois à la page d'un point de vue énergétique, à la page d'un point de vue informatique et de pouvoir être en phase avec ce qu'on propose. Donc, notamment, comme tu disais, pour les enfants ou les adultes, il y a des aspects qui vont bouger un petit peu. Après, mon accompagnement reste le même. Je dirais que c'est la formulation qui peut être un petit peu différente. Mais c'est effectivement www.thérapie-zen.fr. Et je suis aussi sur Crénolib, qui est donc une plateforme de réservation de rendez-vous qui permet de réserver ses rendez-vous, que ce soit en présentiel ou en distanciel. On peut directement le faire sur Crénolib. d'accord. De toute façon, sous la vidéo, dans mon blog, j'indiquerai tes coordonnées, ton site internet et les coordonnées de Crénolib. C'est ça, un Oui, Crénolib. c'est ça. Oui, Voilà. tout à fait. Anne-Laure, je te remercie infiniment d'avoir été présente aujourd'hui et de nous avoir expliqué tous tes merveilleux outils pour tous ceux qui regarderont Béatitude. Et je te souhaite une excellente continuation. Voilà, je t'embrasse très fort. Moi aussi, je te remercie beaucoup, Céline. C'était vraiment un très bel échange, une super interview. Bravo. Et je suis ravie qu'on ait pu partager ensemble et partager avec d'autres personnes. Et puis, je te souhaite aussi plein de bonnes choses. Je t'embrasse fort. Merci, je vous embrasse tous. À très bientôt. À bientôt.